merci à vous. Donc, je vous remercie pour cette très aimable invitation et je remercie chaleureusement le public de ce soir. Vous êtes très nombreux, donc je m'en réjouis. Je tiens à commencer par une remarque d'ordre historique, c'est-à-dire que l'étude ample, érudite des lettres grecques est inscrite dans l'histoire de France dès la Renaissance. L'époque de François Ier de vous dire peut-être quelque chose, tout l'humanisme français qui m'est très cher parce que j'y consacre mes recherches donc, en tant que directeur de recherche au CNRS, toute la grande tradition des imprimeurs du roi qui ont été les créateurs non seulement de très belles éditions au caractère latin, mais aussi d'éditions d'auteurs grecs et byzantins, jusqu'à la collection Didot au XIXe siècle et de nos jours, depuis maintenant plus d'un siècle, la collection Budet, c'est-à-dire la collection des universités de France. Donc, non seulement l'édition, je parlais de l'humanisme, la fondation du Collège de France qui est due aux études grecques, toute la grande histoire de l'érudition française jusqu'à aujourd'hui, l'école française d'Athènes, etc. Donc ça ne surgit pas de rien, cette opération, ce projet, donc nous avons mené à bien en un peu plus de 3 ans. Donc ce volume entend au contraire renouer avec cette tradition qui est aussi glorieuse que méconnue, je suppose, de nos jours. Alors, pourquoi les lettres grecques alors qu'il y a tellement d'autres littératures tout aussi intéressantes? Alors, évidemment, tout d'abord, on évoquera la poésie et, en général, tout ce qui est littéraire, la littérature. Je proposais 3 mots-clés. Le mythos, en grec, ça signifie le récit, c'est à la base du terme mythologie. Le récit, c'est évoquer une histoire, c'est-à-dire un mouvement, une dynamique, un déroulement, si vous voulez. Le récit concerne la légende, ça concerne aussi l'histoire, les histoires, le roman, la philosophie, si on pense aux apologues, aux mythes platoniciens, et évidemment la religion, non seulement avec les récits fondateurs, mais aussi avec les paraboles. Un deuxième mot qui nous intéresse, notamment s'agissant de poésie, c'est le mélos, qui est à l'origine du mot mélodie, c'est-à-dire le chant, l'harmonie, la musique qu'on trouve dans la poésie qui nous élève. Et le troisième mot, c'est peut-être le plus lourd, le plus difficile à traduire, c'est le logos, qui donne lieu à des tas de noms de sciences, tous les mots logie, ça vient de là, et aussi le mot logique. Donc à la base, le logos est un discours, mais c'est un discours qui veut satisfaire des curiosités. Or, ce qui est saisissant chez les Grecs anciens, et puis toute la civilisation grecque, on va dire jusqu'à la fin de l'Antiquité et au-delà, c'est cette intarissable curiosité que j'appellerais scientifique chez les Grecs. Si vous y pensez bien, déjà la mythologie est une tentative d'explication scientifique. Très souvent, les mythes se terminent par la naissance d'une constellation ou l'explication d'un phénomène naturel, voire psychologique, etc. Donc c'est à un niveau, disons, très arriéré, mais en même temps très fondamental, très fondateur. C'est une tentative d'explication scientifique du monde. Donc la mythologie sert à expliquer les causes des phénomènes. Autre élément qui peut expliquer cette curiosité, cette manière d'être extraverti, c'est-à-dire d'aller vers le monde, d'aller étudier, d'aller découvrir, d'aller explorer le monde, c'est que la Grèce, autrefois comme aujourd'hui, c'est un pays très pauvre. Sans plaine, avec beaucoup de montagnes, d'îles qui ne sont pas toujours très fertiles. Donc la pauvreté pousse à aller à la recherche des ressources ailleurs, donc à développer le commerce,
Mais pour le commerce, il faut la navigation, et pour la navigation et pour bien d'autres choses, il faut le savoir. Puis le commerce, ça pousse aussi les Grecs à aller vers d'autres peuples, donc à connaître les autres peuples. Et voilà comment cette curiosité peut être expliquée, hein, bien sûr. Là, je donne des explications peut-être un peu simplettes, mais pour essayer de comprendre. Car la curiosité de type scientifique, dont les Grecs sont les porteurs, est étonnante. C'est-à-dire qu'on a des textes donc de l'Antiquité classique qui sont d'une précision, qui rentrent dans des détails saisissants vis-à-vis de tous les phénomènes de la nature, les sciences les plus variées. Et donc, quand on lit ces textes, quand on voit le soin avec lequel ils décrivent les phénomènes, donc bien au-delà de ce que j'appelais donc la mythologie, on est amené à s'interroger sur ces yeux grands ouverts sur le réel, sur le monde. Je crois que c'est là la raison la plus fondamentale de notre passion pour la littérature grecque et de ce qui fait l'importance, le prestige de cette littérature. Donc la poésie, évidemment, on pense à Homère, hein, aux poèmes homériques. On a aussi la poésie lyrique, qui est très touchante, très, très fraîche, très directe, tout en étant extrêmement élaborée d'un point de vue artistique. Nous avons un peu plus tard le théâtre qui a des parties lyriques, hein, les chœurs du théâtre. Un peu plus tard, nous avons d'autres formes poétiques, des poèmes bucoliques, c'est-à-dire qui parlent des bergers à la campagne. Et puis, un genre très particulier qui est né comme inscription funéraire, l'épigramme, et qui aura une fortune très 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 longue en fait, qui se mesure en millénaires jusqu'à la fin de l'époque byzantine et même au-delà. Ce sont des poèmes souvent très courts, de 2 vers, de 4 vers, qui sont très saisissants, hein, voilà, avec une pointe, etc. Donc ça, c'est une forme facile à pratiquer, justement un peu contagieuse, qui fait que d'une génération à l'autre, on redécouvre périodiquement au sein de la littérature grecque les épigrammes, et ceux qui les redécouvrent se mettent à en écrire, donc ils deviennent de nouveaux auteurs d'épigrammes. Bon, il y a aussi une poésie épique plus récente qu'Homère, hein, vous connaissez les Argonautiques d'Apollonios de Rhodes, etc. Bon, ça va évidemment jusqu'à la fin de la littérature grecque. Je reviendrai plus tard sur cette notion de fin, parce qu'évidemment, c'est les sujets à caution. Alors, pour revenir à la philosophie, évidemment, on a Socrate qui n'a pas laissé d'écrit, mais qui a amplement inspiré Platon. Aristote, qui est un géant, hein, à lui tout seul. Avant, nous avons toute une floraison de poésie et de prose philosophique qu'on appelle les présocratiques, donc les auteurs qui viennent avant Socrate, mais parfois ils sont contemporains de Socrate, et qui s'occupent moins du monde social et moral que des questions plus scientifiques. Alors, ce n'est pas vrai qu'avec Socrate, les questions proprement scientifiques se terminent, puisque chez Aristote, vous avez des traités de zoologie, d'astronomie, etc. Donc la philosophie est un mot un peu traître, parce que nous l'avons pris tel quel du grec, donc peu de gens savent ce que ça signifie. Donc, tout le monde pense que ça signifie amour de la sagesse. En réalité, si vous cherchez dans un dictionnaire de grec, ça signifie amour du savoir. Donc le fait de savoir des choses et pas seulement être sage. Or, on peut dire que si on sait des choses, on a plus d'éléments pour prendre des décisions, donc on peut faire preuve de sagesse, mais il est bien question de savoir. Hein. Philosophie, c'est la recherche du savoir. Si bien que lors du procès de Socrate, Socrate évoque l'oracle de Délos qu'il avait appelé le plus sophos, hein, le plus savant des hommes. Enfin, on traduit par le plus sage, mais c'est une mauvaise traduction. Et vous connaissez sa réponse, il dit non, je ne suis pas le plus sophos, car je ne sais rien.
Donc, sophos, ça veut bien dire savant, parce que si ça ne voulait pas dire savant, il n'aurait pas répondu « je ne sais rien ». Il aurait dit « je ne suis pas sage car je suis fou ». Vous voyez ? Donc, la philosophie, c'est bien la recherche de connaissances, et ça a à voir avec le savoir. Donc, évidemment, avec Socrate, on ajoute, enfin, plutôt, on renforce une dimension qui existait déjà avant, qui est la dimension de recherche sociale, politique, morale, psychologique, et avec une dimension aussi religieuse qui est reprise donc, et développée puissamment par Platon. Mais voilà, je tiens à insister sur cet aspect des choses. Donc les sciences ne sont pas très éloignées. La politique, évidemment, on revient à Platon et Aristote, qui consacrent des écrits fondamentaux à la politique, mais aussi à un auteur comme Xénophon, un auteur un peu plus tardif comme Plutarque. Donc tout ça, ce sont des jalons de notre culture, et ces jalons ont été posés en langue grecque. Voilà, alors je parlais de dimension religieuse. Bien sûr, dans notre ontologie, nous avons tenu à ne pas séparer les choses. Donc, les Grecs anciens classiques avaient leur religion, que nous définissons comme polythéiste. Pour les chrétiens, ça s'appelle paganisme, mais enfin, c'est une religion polythéiste comme celle de l'Inde hindouiste actuelle. Il y a, avec l'époque hellénistique, la présence de religions orientales, pour lesquelles nous avons aussi des écrits en grec, des hymnes à la déesse Isis, la déesse égyptienne, par exemple. Il y en a quelques pages de l'anthologie. Parmi les religions orientales, le judaïsme, l'Ancien Testament, enfin la Bible hébraïque traduite en grec, ce qui pour les chrétiens ensuite deviendra l'Ancien Testament, et le christianisme, dont tous les textes fondateurs ne nous sont connus qu'en grec, alors qu'à l'origine c'est une religion palestinienne portée par des gens qui probablement parlaient l'araméen, mais c'était une province de l'Empire romain, une province orientale, donc soumise à une société, disons, à des élites qui parlaient grec. Donc c'était romain, mais hellénophone. Donc les personnages des évangiles et puis ce que nous appelons les premiers apôtres pratiquaient le grec à un niveau plus ou moins basique, on va dire. Mais c'était bien du grec. Voilà, donc grâce à la littérature grecque, nous avons accès à des textes fondateurs dans ces domaines. On pourrait ajouter aussi quelque part l'histoire de l'art, parce que non seulement nous avons une archéologie grecque très puissante qui se passe de textes, il suffit de regarder les restes archéologiques, mais on a des textes littéraires qui décrivent des tableaux que nous n'avons plus, par exemple. Ce qu'on appelle en littérature la ekphrasis, c'est-à-dire la description savante, poétique, habile, élaborée, donc d'œuvres d'art, statues, d'édifices ou de tableaux. Voilà, donc ça c'est un tour d'horizon un peu large. Après, je diffuserai, enfin, je n'ai pas fait beaucoup d'exemplaires parce que je ne savais pas combien nous serions, mais quelques statistiques sur la distribution en fait, des auteurs que nous avons adoptés, mais on en parlera un peu plus tard. Voilà, je tiens à dire que ce n'est pas un recueil de versions grecques que nous avons voulu constituer. Bien sûr, il n'y a pas de traduction, donc on est obligé de traduire ou alors d'aller chercher des traductions qu'on trouve abondamment sur Internet. De toute façon, ne vous inquiétez pas. C'est bien fait, c'est fait tout à fait pour que les hellénistes, les jeunes hellénistes ou leurs professeurs s'exercent et explorent les domaines de la littérature grecque en grec ancien, mais c'est bien une anthologie. Alors, qu'est-ce que ça différencie un recueil de versions d'une anthologie ? Tout d'abord, la dimension chronologique. Ce n'est pas un pot-pourri de thèmes divers et variés. Il y a, disons, on déroule les différentes époques de la littérature grecque, comme le dit le sous-titre, d'Homère à Justinien. Alors, je tiens à dire un mot là-dessus, pas pour les énumérer, ces époques, mais pour dire que nous avons tenu à distinguer
les étapes. On a constitué 7 grandes sections chronologiques. La première, évidemment, c'est celle qui concerne Homère et qui parle aussi du cycle de poèmes épiques. Alors pour des raisons, disons, de cohérence, nous avons groupé aussi des textes un peu plus tardifs, mais qui se rattachent à ce genre épique et à ce cycle de poèmes sur la guerre de Troie. La deuxième section est consacrée à l'époque archaïque qui est quelque part ouverte par l'existence des poèmes d'Homère et par les grands poèmes qui sont aussi archaïques des Iodes, les travaux et les jours, la généalogie des dieux. L'époque archaïque est une époque en elle-même, marquée par des élites aristocratiques, disons, qui existaient dans chacune des cités grecques et qui se retrouvaient lors des concours sportifs, des jeux, lors de banquets, évidemment, qui participaient aux guerres incessantes entre les cités grecques et qui donnent lieu à une littérature spécifique propre à ces rencontres où, encore une fois, prédominait l'aristocratie. Les fils des meilleures familles allaient se battre dans les Jeux olympiques et les autres concours sportifs de l'époque et on produisait des poèmes pour leur victoire, par exemple. Lors des banquets, on chantait des poèmes qui traduisaient un peu les lumières et les ombres de cette classe sociale, de cette vie. Alors tout ça, c'est dans une variété de formes absolument époustouflantes et aussi dans une simplicité d'expression. On exprime la joie, la déception, la haine aussi, la rivalité, l'amour, le désir, de manière qui nous semble très directe, mais quand on voit le travail artistique du maître, de la métrique, donc de l'alternance de syllabes longues et brèves, on se rend compte que cette simplicité n'est qu'apparente. Enfin, elle nous touche, mais derrière, il ne faut pas croire que c'est juste un cri ou des exclamations. Derrière, il y a un travail extrêmement précis, minutieux sur le maître. Et quand on étudie de près ces poèmes lyriques, on se rend compte qu'ils sont imprégnés de références à Homère ou à Hésiode, donc de références à la poésie précédente. Donc ce n'est pas du tout des productions spontanées, ce sont des productions extrêmement cultivées, mais qui arrivent à se surpasser, à se transcender en donnant des expressions lyriques, émotionnelles, sentimentales, extrêmement puissantes. Bon, c'est pas la peine que je rappelle que l'Iliade aussi a une puissance émotionnelle. Tous ceux qui ont lu l'Iliade sont marqués par cette lecture, l'Odyssée aussi, bien entendu. L'époque archaïque, aussi bien en histoire de l'art qu'en littérature, se termine au milieu, vers le premier tiers du 5e siècle, qui ouvre l'époque classique. Alors, cette époque classique, normalement, on l'a fait terminer avec la mort d'Alexandre le Grand, mais ça, c'est à cheval entre 2 siècles et ça recouvre 2 moments historiques assez différents, avant et après la chute de l'Empire athénien. Et aussi, on peut dire, avant et après le procès, la mort de Socrate en 399, avant Jésus-Christ, donc au tournant du IVe siècle. Nous avons donc tenu à diviser cette époque classique en 2 sections, une consacrée au 5e siècle et l'autre consacrée au IVe siècle. Et nous avons aussi tenu à commencer la section sur le 5e siècle, donc la première, le début de l'époque classique, avec un chapitre qui s'appelle « Entre deux âges », pour montrer que, en fait, ce que nous croyons être typiquement la lyrique archaïque, etc., ou la poésie philosophique présocratique, en réalité, souvent, est presque contemporaine des époques athéniennes les plus classiques. C'est important de le souligner, tout simplement parce que c'est aussi 2 mondes sociaux différents. Athènes, l'Athènes classique, introduit la présence du peuple, y compris dans la littérature. L'expression, donc on n'est plus dans des banquets de familles aristocratiques, on est par exemple au théâtre,
avec des milliers de citoyens qui sont aussi payés pour assister aux représentations. Et c'était très important parce que, comme quelqu'un comme Michel Imbert, par exemple, dans son histoire des institutions politiques et sociales de l'Antiquité, l'a souligné, assister à une tragédie grecque était une manière littéraire de s'éduquer, de se former au débat de l'Assemblée. Car à l'Assemblée, on débat de questions politiques où les deux termes, ce sont deux cas d'un dilemme. Aucun des deux n'a raison, ce sont deux raisons qui tragiquement se font face. Donc il était important d'éduquer le peuple à travers les conflits mythologiques, les drames, donc les tragédies, éduquer le peuple à l'échange de points de vue où personne n'a raison, où il n'y a pas un bien qui doit triompher du mal. Ce sont deux raisons opposées, et c'est ce qui se passe tous les jours dans les assemblées politiques, chez les décideurs. Donc ça, c'est très important, et on a donc un changement important de dispositif littéraire, notamment avec le théâtre, qui commence avant la démocratie athénienne. Là aussi, on a tenu à le rappeler, les origines de la tragédie et de la comédie, mais qui donc fleurit pour des raisons aussi politiques, donc à Athènes au 5e siècle. Donc évidemment, avec la défaite de l'Empire athénien, tout ça va changer. On est face à de nouveaux problèmes politiques au IVe siècle. Le IVe siècle est celui qui voit l'essor de la puissance macédonienne, dont le représentant le plus célèbre est Alexandre le Grand. Mais pour en arriver là, il a fallu que le royaume de Macédoine, petit à petit, grignote politiquement le reste de la Grèce dite libre, celle des cités. Donc on en arrive à une soumission de la plupart des territoires grecs au bon vouloir des rois macédoniens, et on en arrive ensuite à l'aventure prodigieuse d'Alexandre le Grand. Donc ce IVe siècle est un siècle de grands débats politiques. C'est le siècle de l'art oratoire, l'éloquence grecque qui existait déjà avant. Il y a d'ailleurs des morceaux d'éloquence déjà dans l'Iliade et dans l'Odyssée, mais cette éloquence qui a fleuri à l'époque déjà de la démocratie athénienne, on le voit dans les histoires de Thucydide, ne nous a pas laissé des traces aussi importantes, aussi canoniques, je dirais, que avant le IVe siècle. Donc c'est Isocrate, Démosthène, Échine, toute une Lysias déjà, il est à cheval, mais enfin ses écrits sont endocides, Lysias se situe du côté du IVe siècle. Donc on a là un passage, je dirais, du théâtre de la poésie à la prose. Et le IVe siècle, évidemment, c'est le siècle de Platon, avec la fondation de l'Académie en 387 avant Jésus-Christ. C'est une date comme celle de la mort de Socrate à retenir. Et le disciple de Platon qui ensuite a pris son chemin à lui, c'est Aristote, qui sera suivi par Théophraste, etc. Donc tout ça, c'est une autre époque par rapport au 5e siècle. Les deux époques sont ensemble la période classique de la littérature grecque. Et j'ai nommé Alexandre le Grand, donc j'ai nommé son rêve d'empire universel après la défaite de l'empire perse. Nous entrons donc dans une autre dimension. Après la mort d'Alexandre le Grand, le monde grec n'est plus limité à la mer Égée, à la Sicile, à la Grande Grèce, disons non, je ne dirais pas de frontières, mais disons à des dimensions somme toute nationales. Ça devient un empire multinational ou un empire international divisé après la mort d'Alexandre en plusieurs royaumes dans des territoires où les Grecs avant n'entraient qu'en tant que mercenaires. Ce n'est pas par hasard qu'il va conquérir la Perse, c'est parce que les Grecs étaient déjà là en tant que soldats depuis plusieurs décennies. Et en tant que soldats, ils avaient bien vu que le royaume perse, disons, entamait une phase de décadence, comment dirais-je, patente, et que donc il suffirait d'un général audacieux pour peut-être le conquérir.
Donc on entre dans un monde où il y a Alexandrie, fondée par Alexandre en Égypte, où il y a la Syrie, tout le pourtour méditerranéen, et avec toujours les liens qui étaient déjà anciens avec l'Italie méridionale et la Sicile. Mais c'est un monde qui va maintenant jusqu'aux frontières de l'Inde, jusqu'à l'Afghanistan actuel et jusqu'au sud de l'Égypte. Un monde où les élites sont grecques, qu'on appelle hellénistique, parce que ce n'est plus hellène, ce n'est plus grec, c'est un monde donc international. Les peuples respectifs y parlaient des langues qui émergent par la suite, à l'époque chrétienne, sous forme de coptes, de syriaques, etc. Ils étaient déjà là, mais nous avons en grec les documents, les monuments littéraires produits par des élites qui n'étaient plus seulement grecques de Grèce, mais qui étaient syriennes, égyptiennes, anatoliennes, donc de plusieurs contrées, entre guillemets, nouvelles par rapport à l'époque classique. Donc cette longue époque hellénistique s'articule en une période où ces royaumes, toujours en guerre entre eux, selon la coutume des Grecs, coexistaient tant bien que mal, et l'époque où Rome, petit à petit, les conquiert, les soumet, les intègre dans son système d'alliance ou de colonisation, jusqu'au moment où on parle d'époque romaine de la littérature grecque. Donc il n'y a pas vraiment d'opposition finalement entre Grèce et Rome, puisque les différentes réalités grecques sont soumises au pouvoir romain, mais ils continuent de s'exprimer en grec, et la langue latine s'enrichit prodigieusement face à la littérature grecque. On commence à produire du théâtre grec en langue latine. On importe des mots latins, si bien que ces mots ensuite sont passés au français, et qu'aujourd'hui, personne ne sait que quand on dit couronne ou heure, quelle heure est-il, l'heure, le bras, la jambe, des mots très courants, le centre, on dit en réalité des mots grecs qui sont passés, qui ont été empruntés par les Romains. Donc ce monde romain connaît lui aussi, évidemment, gréco-romain à plusieurs étapes. On va dire tout simplement que dans la pleine époque impériale, après la fin de la République romaine, la balance du développement de la richesse et aussi en partie du pouvoir entre le monde occidental romain et le monde de la Méditerranée orientale à dominante grecque, ce balancier revient vers la Méditerranée orientale. Donc, bien sûr, Rome reste Rome, mais petit à petit, les pays de la Méditerranée orientale reprennent leur dynamisme, leur vivacité culturelle et scientifique, leur richesse, et ce n'est pas un pur hasard si Constantin déplace la capitale dans une nouvelle ville qu'il appelle Constantinople, qui était l'ancienne Byzance. Donc il y a une saison tardive de l'Empire romain oriental, dans la zone orientale de la Méditerranée, de Constantin à Justinien, avec lequel nous avons donc décidé de clore notre longue histoire de la littérature grecque. Justinien, qui est un empereur emblématique au VIe siècle, donc pour certains c'est déjà le Moyen-Âge, mais Justinien a tenté de récupérer aux barbares des vastes régions d'Afrique occidentale, d'Italie et d'Europe occidentale. Ça n'a pas duré longtemps. Justinien a réuni un corpus de lois et de jurisprudence romaine qui est étudié encore aujourd'hui dans toutes les facultés de droit. Justinien a voulu magnifier le christianisme déjà triomphant depuis plusieurs siècles avec cette cathédrale Sainte-Sophie, consacrée à la sagesse. Sophia, ça vient de Sophos, vous voyez, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure de la philosophie, donc la sagesse divine, ou la sapience divine. Donc, cathédrale qui est un prodige d'architecture et qui devient un modèle des églises par la suite, et même des mosquées, puisque, voilà, vous voyez, presque aujourd'hui, il y a plus de mosquées qui ressemblent à Sainte-Sophie que d'autres. Donc, Justinien est personnage emblématique. Alors, malheureusement, la plupart des littératures grecques le peignent en
sous des mauvaises couleurs, car il passe pour être celui qui a fermé l'école d'Athènes, l'école néoplatonicienne d'Athènes. Or, en réalité, les textes sur lesquels se fonde cette légende noire ne sont pas si sûrs que ça. En réalité, il a introduit une codification que nous qualifierions d'intolérante, où il n'y avait pas que l'école philosophique d'Athènes, il y avait les synagogues, il y avait tout ce qui n'était pas chrétien. Mais la plupart des histoires de la littérature grecque s'arrêtent en 529, car c'est la date dans laquelle on a retenu que Justinien aurait donc fermé l'école d'Athènes et chassé donc les philosophes néoplatoniciens des terres gréco-romaines. Voilà, donc c'est pour cette raison que notre ontologie est doublée en quelque sorte d'une sorte d'histoire de la littérature, puisqu'on parcourt époque par époque, siècle par siècle, un peu toute l'histoire. Pour cette raison aussi, nous avons privilégié l'intérêt des extraits, donc leur dimension est variable. Ce n'est pas comme dans les versions 15 lignes canoniques. Le discours pour l'invalide, il est en entier. À part cette exception, tout le reste c'est par extrait, plus ou moins long, mais pas dans un formalisme de dimension canonique. On a pris ce qui nous semblait intéressant, ce qui nous semblait incontournable. Notre hantise, c'était qu'on nous reproche tel texte fondamental n'y est pas. Donc, il fallait que tout ce qui est le plus connu, le plus important, même le plus évident, soit présent. Donc il n'y a aucun parti pris. On a essayé le plus possible de donner le meilleur, le plus connu, le plus célèbre, le plus important de la littérature grecque. Aussi, autre chose qui différencie du recueil de versions, c'est qu'il n'y a aucun style devinette. Je ne sais pas si vous voyez dans les versions, parfois il y a 2 lignes d'introduction qui disent et ne disent pas, et vous mettent un peu sur la piste, etc., ou des notes qui sont un peu parcimonieuses. Dans notre cas, on a voulu introduire les textes d'une manière très claire, en donnant le fin mot de l'histoire, avec des annotations qui non seulement mettent sur la piste, mais qui résolvent des questions qui peuvent se poser à des jeunes hellénistes qui possèdent déjà la grammaire de base. Évidemment, il n'y aura pas les déclinaisons les plus évidentes, ni les mots les plus fréquents. Donc, voilà. Les commentaires sont généreux, comme je disais, et surtout, les extraits sont présentés, comme je vais montrer, dans une série cohérente. Époque, genre, auteur, œuvre. En revanche, qu'est-ce qu'on n'a pas pu mettre dans cette anthologie? Évidemment, on n'a pas pu insérer des renvois bibliographiques, parce que sinon on aurait fait 12 volumes. On a juste, en bibliographie, les références des textes édités de manière critique, donc sur lesquels nos rédacteurs se sont fondés pour leur extrait. On n'a pas non plus mis des commentaires littéraires, philosophiques, disons ligne par ligne, parce que là aussi, faute de place, il y a quand même 1600 pages. Et nous avons ajouté quand même des éléments qui nous paraissaient essentiels. Donc pour chaque auteur, on a rappelé aussi leur fortune, c'est-à-dire la réception. Une réception dont l'auteur, à son époque, ne pouvait pas se douter. Aristote, quand il est mort, il ne savait pas qu'il deviendrait un auteur important au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Mais évidemment, je fais l'exemple d'Aristote, qui est un peu le plus bête, mais on a donné quelques éléments de la suite, puisque nous vivons au XXIe siècle, donc nous savons ce qui s'est passé après la mort des auteurs et comment leurs œuvres ont été magnifiées par les arts, la littérature successive, jusqu'à nos jours. Donc ça, très brièvement, c'est présent. À la fin du volume, on a des annexes sur la métrique qui permet d'éviter de répéter à chaque fois des questions métriques pour la poésie. Les éléments pour comprendre les dialectes littéraires, car le grec classique est écrit en plusieurs dialectes différents. Enfin, je vous rassure, ceux qui ne connaissent pas bien la question, la plupart sont écrits en dialecte attique. Le dialecte d'Athènes est à la base largement de la littérature grecque. Et voilà, une chronologie très brève, puis un petit glossaire de mots rhétoriques. L'éditeur nous a refusé un apparat de cartes géographiques
pour des raisons d'organisation du volume, mais ce n'est pas si grave en réalité, car les outils informatiques, les petits téléphones portables, comblent très facilement ce manque. Donc c'est sûr que c'est important de savoir où se trouvent les villes, les îles, les cités, etc., mais vous pouvez le trouver très facilement sur Internet, sur les encyclopédies en ligne. C'est pas un manque que je regrette beaucoup. Et donc nous avons voulu mettre entre les mains du lecteur un outil aussi complet que possible, grâce à 3 choix clairs dès le départ. Enfin, il a fallu discuter un peu, mais à la fin on y est arrivé. Tout repose sur un dosage des volumes. C'est-à-dire, une grande place est accordée aux classiques. Mais il y a la présence des autres auteurs, même des auteurs pas du tout scolaires, très de deuxième zone, ou considérés comme... Voilà, donc je fais passer un peu ces quelques feuilles qui vous donnent des statistiques. Par exemple, les grands classiques, c'est-à-dire Homère, le théâtre attique, les historiens classiques, les orateurs attiques, Platon et Aristote, occupent 731 pages, donc 45% de l'ensemble. D'autres auteurs que nous pourrions agréger au canon des grands classiques, c'est-à-dire Hésiode, la lyrique archaïque et classique, Ménandre, Lucien et Plutarque, ajoutent à ces 731 pages 176 pages, donc pour un total de 907. Les classiques, du coup, occupent dans cette configuration le 55,7% du total. C'est dire la proportion d'auteurs très connus, d'auteurs incontournables, d'auteurs pratiquement tous scolaires de la tradition. Mais on en a encore 42,7%. Le total ne fait pas 100% parce qu'il y a les annexes qui font 1,6%. Donc tout est très précis. Dans ces auteurs, on trouve des auteurs scolaires comme Ésope. Les fables d'Ésope sont souvent la première lecture. Mais on trouve les philosophes présocratiques, des historiens très importants comme Polybe, Diodore, Dion Cassius. La mythologie du pseudo-Apollodore, les travaux d'Hercule, c'est le pseudo-Apollodore qui les raconte. Toute la poésie hellénistique romaine ou tardive. Tous les textes religieux, donc j'en ai cité quelques-uns, donc la Septante, la lettre d'Aristée, les pères grecs d'Héloïse, en plus que les évangiles, plus des évangiles et des écrits chrétiens, la médecine, Hippocrate, Galien, Dioscoride, les sciences plus en général, on a des extraits de la géométrie d'Euclide par exemple, mais aussi des sciences qu'aujourd'hui pour nous n'en sont pas, comme l'interprétation des songes, l'onirocritique d'Artémidore de Daldis, etc. Donc dans la feuille je donne quelques noms, mais c'est loin de résumer l'ensemble. Il y a d'ailleurs un répertoire des auteurs qui sont soit donc illustrés par des extraits, soit tout simplement mentionnés dans les introductions historiques, donc aux différents chapitres. Voilà, je cite en dernier les romans grecs, mais on a des romans par lettres. Enfin, il y a vraiment une grande variété littéraire et intellectuelle. Donc les introductions, c'est le troisième point de notre choix, doivent permettre de faire le lien entre les différents auteurs et les différentes époques. Donc voilà pourquoi on a tenu à écrire des introductions complètes et à nommer des auteurs dont nous n'avons même pas les textes, mais parce qu'ils sont le maître de l'auteur dont nous avons les textes, par exemple. Donc il y a une notion de transmission de la culture que nous avons voulu mettre en évidence. En définitive, pourquoi la littérature ? J'ai envie de dire, avec toute une tradition classique, que c'est la science des décideurs. Pourquoi la science des décideurs ? Parce que la littérature inclut le facteur humain, les émotions, les sentiments, l'être humain, l'humanité. Parce que la littérature embrasse la complexité, le dynamisme, la notion, le diachronique. Et parce que la littérature introduit à la notion de qualité, de très haute qualité artistique, donc le caractère cohérent, efficace de l'expression. Donc voilà, on pourrait en parler jusqu'à demain matin, mais je me limite à ça. Je vais conclure, puisque
pense que nous avons assez abusé de votre patience en évoquant la dimension politique de cet ouvrage, déjà dans sa préparation, car c'est une préparation collective. Ça fait une quinzaine d'années qu'avant le début, nous voulions faire une anthologie de la littérature grecque en tentant de réunir 10 ou 12 collègues. On n'y arrivait pas. Là, on a fait un appel à contribution auquel 100 collègues de tous les âges ont répondu. On en a retenu 72. Et donc, c'est un ouvrage collectif qui est presque un miroir de plusieurs générations d'hellénistes actifs de nos jours. Et aussi, c'est un acte de foi en la littérature grecque, puisqu'au début, on nous disait, mais enfin, les étudiants de troisième année ont du mal à traduire 15 lignes, et vous voulez leur donner tout ça. Le livre n'existait pas, c'était la première réunion, donc on a essayé de nous torpiller comme ça. Enfin, c'est une raison de bon sens. Donc j'ai répondu à cette collègue que le nôtre était un acte de foi. Nous voulions, grâce à ce livre, relancer les études grecques, en tout cas aider les étudiants ou les non-étudiants, tous ceux qui s'intéressent à la littérature grecque, en leur offrant en un seul volume, facile à transporter, donc le meilleur de la littérature grecque. Et je dirais cet acte de foi en le grec républicain, de l'école républicaine, de la qualité, d'une école que nous voulons ambitieuse. Et comme vous savez, il y a au moins derrière nous une quarantaine d'années de démagogie abrupte, scandaleuse sur l'école. Donc voilà, nous tentons d'apporter notre pierre à l'édifice d'une école de qualité, d'une école ambitieuse, républicaine. Voilà, merci beaucoup pour votre... Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.